Bonjour, je suis Renos Vakis, économiste principal à la Banque mondiale et votre hôte pour accélérer le développement. Des idées pour un impact. Ce n'est pas un podcast ordinaire, mais une conversation basée sur l'IA, présentée par l'Institut de la Banque mondiale pour le développement économique, où nous décortiquons les dernières recherches avec un seul objectif en tête: transformer de grandes idées en un impact réel. Commençons. Merci pour l'introduction, Renos. Pensez à la dernière fois que vous avez pris une pomme à l'épicerie. Vous n'y avez probablement pas trop pensé, vous avez juste vu un fruit. Mais la lecture du rapport sur le développement dans le monde 2025 des normes pour le développement, et plus particulièrement le contenu sur les normes agricoles, m'a fait réaliser tout ce qui se cache derrière ce moment. Cette pomme n'est pas que de la nourriture, c'est en fait le résultat final de tout un système de règles que la plupart d'entre nous ne voient jamais. Exactement. C'est un ensemble de règles invisibles. Dans le rapport, ils décrivent les normes agricoles comme la langue d'échange des systèmes alimentaires mondiaux. Ces normes déterminent qui peut participer au commerce et, franchement, dans quelles conditions. C'est une expression forte, langue d'échange. On ne parle donc pas seulement des goûts ici. Qu'est-ce que ces normes couvrent exactement? Ça dépend, mais elles peuvent couvrir beaucoup de choses. Par exemple, les caractéristiques physiques d'une pomme, taille, couleur, forme, mais c'est aussi l'étiquetage, les procédures de test et les limites de sécurité. Un élément majeur est ce que nous appelons les limites maximales de résidus, ou LMR, qui dictent la quantité de pesticides à être utilisés sur une culture. Le côté technique. Cela semble moderne, mais j'ai été surpris de voir que cela remonte à très longtemps. Le rapport mentionne le Chicago Board of Trade à la fin du 19e siècle. En effet, ça a été un tournant. Ils ont établi des catégories de qualité uniformes pour les grains. Avant ça, chaque sac de blé était unique. Après les normes, le grain est devenu une marchandise fongible. On pouvait l'échanger sans le voir. Ensuite, en 1963, la FAO et l'OMS ont formé la commission du Codex Alimentarius. C'est le grand organisme international pour la sécurité alimentaire, n'est-ce pas? C'est exact, l'objectif était d'harmoniser les tests et de lever les barrières commerciales. Quand on pense aux barrières commerciales, on pense souvent aux tarifs douaniers. Mais nous ne traitons plus seulement de tarifs. Les tarifs ont chuté au cours des dernières décennies. Les vrais gardiens aujourd'hui sont les mesures non tarifaires, ou MNT, qui sont souvent liées aux normes. Les chiffres à ce sujet sont impressionnants. Le rapport indique que ces mesures non tarifaires affectent près de 90% du commerce mondial. En effet, si vous êtes un exportateur qui essaie d'expédier des aliments ou des produits agricoles, vous faites maintenant face à une moyenne de plus de 15 mesures non tarifaires distinctes, ce qui inclut les mesures sanitaires et phytosanitaires. C'est un réseau dense de conformité. 15 règlements. Et ce n'est que le côté gouvernemental. Voici la partie qui m'a vraiment surpris. Le bol de spaghettis des normes privées. On trouve des normes fixées par des ONG et des acheteurs, comme les labels de commerce équitable. C'est une prolifération, et souvent ces normes se chevauchent considérablement. Prenez les certifications de café. Le rapport souligne que les critères des principales certifications de café se chevauchent entre 42 et 71%. Donc, ils demandent essentiellement les mêmes choses. Essentiellement les mêmes choses, oui, mais voici le point de friction. Les producteurs doivent souvent payer des audits séparés pour chaque norme. Un fabricant de textiles au Pakistan mentionné dans le rapport a déclaré dépenser environ 5 000 $ américains par an pour chacune des 15 normes de durabilité différentes exigées par les acheteurs. 5 000 $ par norme, c'est un salaire annuel pour beaucoup de gens dans cette région. C'est un fardeau très lourd. En Afrique de l'Est, pour les petites et moyennes entreprises, dans des secteurs comme le café ou le cacao, les frais d'audit pour une norme comme Global GAP peuvent varier de 2 à 15 000 $. Et ce ne sont pas que les frais d'audit, c'est le coût du changement réel des méthodes agricoles. Il y avait cette donnée sur la Colombie. Oui, le programme Nespresso AAA Sustainable Quality. Les agriculteurs là-bas ont dû investir 297 $ supplémentaires par hectare. De plus, ils ont encouru 11 centimes de plus par kilogramme en coût d'exploitation juste pour répondre à ces normes. C'est une montagne à gravir si vous êtes un petit agriculteur. En effet. Et ceci nous amène à une question politique cruciale, la distance réglementaire. Lorsque les partenaires commerciaux ont des normes différentes, ça restreint l'accès au marché pour les pays en développement. La distance réglementaire. Explique-moi ça. Eh bien, les pays à revenus faibles et intermédiaires inférieurs alignent généralement leurs limites de sécurité, ces LMR dont nous avons parlé, sur les valeurs internationales du Codex.
Mais les pays à revenus élevés fixent souvent des normes plus strictes, parfois pour protéger leurs propres producteurs nationaux. C'est donc une barrière non tarifaire. C'est du protectionnisme déguisé. Cela peut marcher ainsi. Les données montrent que les entreprises des pays à faible revenu, qui exportent des denrées alimentaires vers l'UE et les États-Unis, connaissent des taux de refus de produits beaucoup plus élevés à la frontière. Et parfois, cette divergence des normes a un coût humanitaire réel. J'ai lu cette histoire sur le programme alimentaire mondial. C'est atroce. C'est un exemple frappant. Le PAM a vu un jour 12 500 tonnes métriques de farine de blé rejetées par un pays de destination. La raison? Quelques insectes morts. Or, selon les normes internationales, c'était tolérable, mais les normes locales étaient différentes. Et le résultat? Une perte de 1,7 million de dollars américains de la nourriture destinée à l'aide humanitaire gaspillée à cause d'un désalignement réglementaire. C'est le coût de la bureaucratie. Alors quelle est la solution? On ne peut pas demander à tout le monde d'avoir exactement les mêmes lois du jour au lendemain. Non, l'harmonisation complète est rare. Le rapport suggère que les gouvernements devraient poursuivre un alignement réglementaire. Cela signifie réduire les écarts et instaurer une reconnaissance mutuelle. Essentiellement, si je teste chez moi, l'autre accepte le résultat chez lui. Cela semble pratique, mais qu'en est-il des petits agriculteurs dont nous avons parlé? Si on impose des normes internationales strictes à tout le monde au niveau local, on ne risque pas de pousser les petits exploitants vers la faillite? Vous touchez un point crucial. Dans le secteur de la transformation alimentaire en Afrique de l'Est, seulement environ 6% des PME ont adopté des normes internationales strictes. C'est trop cher. Le rapport propose donc un cadre appelé adapter, aligner et être l'auteur. Adapter, aligner, être l'auteur. D'accord, explique-moi ce qu'est adapter. Adapter est la première étape. Pour les marchés intérieurs, on ne devrait pas simplement copier-coller les règles mondiales. Il faut adapter aux capacités locales. Par exemple, au Kenya, ils ont créé des exigences simplifiées pour la norme Global GAP. Comme un tremplin? Exactement. Cela a permis aux petits exploitants d'adopter de bonnes pratiques réellement réalisables, les préparant ainsi à une pleine conformité pour l'exportation plus tard. Ensuite, à mesure que la capacité augmente, on passe à aligner. Et aligner, c'est là que l'on commence à correspondre aux grandes règles internationales. Oui, pour faciliter les échanges. C'est là, par exemple, qu'un pays aspirerait à s'aligner pleinement aux limites maximales de résidus fixées au niveau mondial. Et puis on arrive à être l'auteur. C'est la partie que j'adore parce qu'elle inverse les rôles. Il ne s'agit pas seulement de suivre les règles, n'est-ce pas? Il s'agit de les créer. Les pays devraient participer à l'établissement de normes internationales pour leurs propres produits locaux. Regardez l'Éthiopie. Ils sont les auteurs des normes pour le teff, leurs céréales locales. Ils ne sont pas de simples exécutants, ils sont des décideurs. C'est encourageant, mais, et voici la réalité, rédiger une norme est une chose, prouver qu'on la respecte en est une autre. C'est le fossé de l'infrastructure de qualité. Beaucoup de normes sont inutiles sans les laboratoires et les auditeurs pour les vérifier. Il y a une énorme disparité. L'Éthiopie compte moins de 100 auditeurs accrédités pour les normes ISO. L'Allemagne, 12 000. C'est un écart énorme. Donc, si je suis un exportateur éthiopien, je peux avoir le meilleur produit, mais je ne peux pas le prouver. Précisément, c'est le cercle vicieux de la faible qualité décrit dans le rapport. Les gouvernements doivent investir dans des laboratoires et des centres de test. Car lorsqu'on dispose de cette infrastructure, le gain économique est réel. C'est vrai, revenons aux aviaculteurs Nespresso en Colombie. Nous avons parlé des coûts, mais n'ont-ils pas aussi gagné plus d'argent? Tout à fait. Malgré les coûts, les agriculteurs du programme ont gagné environ 2,60 $ par kilogramme. Leur coût de production était d'1,33 $. Ça représente une augmentation de 10% des revenus bruts par rapport aux agriculteurs hors programme. Donc, c'est rentable. Si vous parvenez à franchir cet obstacle initial, le marché vous récompense. Absolument. Et c'est le message central. Les normes peuvent être une barrière, oui, mais si elles sont bien conçues, elles peuvent être un tremplin. Il semble que l'objectif soit d'arrêter de traiter les normes comme de la simple paperasse et de commencer à les voir comme de l'infrastructure, au même titre que les routes ou les ponts. Et c'est pourquoi les normes agroalimentaires méritent un examen plus approfondi. Elles sont au cœur de la manière dont la nourriture est produite, transformée, distribuée et finalement consommée, façonnant tout, des pratiques agricoles, à ce qui finit dans nos assiettes. Cette conversation n'est vraiment qu'un point de départ. Nous approfondirons ces questions avec d'autres podcasts et produits de connaissances qui explorent l'impact des normes agroalimentaires sur les moyens de subsistance, les marchés et les systèmes alimentaires à travers le monde. À vous, Renos. Merci de vous joindre à nous.
Vous trouverez le rapport complet sur notre site web en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Et avant de partir, comment comptez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions ensuite? Nous serions ravis de le savoir. À bientôt.